Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'arrivée des beaux jours, que vous sortez gambader au soleil, prendre des verres avec les amis en terrasse. Désolé, je vais direct casser l'ambiance. Nous avons en effet dit au revoir le 7 mai dernier à un grand monsieur du rock indé. Je parle de Steve Albini, un personnage intriguant aux multiples casquettes de musicien. Ingénieur du son. Joueur de poker. Mais je voulais pas faire une vidéo triste, d'autant plus que je me doute qu'une partie d'entre vous n'ont jamais entendu son nom. Et on va s'intéresser plutôt à un document qui à mon sens résume très bien le génie de Steve Albini. Et je vais vous partager aussi mon ressenti et pourquoi j'ai autant d'estime pour lui. Nous sommes en 1992 et le groupe Nirvana travaille sur l'album In Utero qui fait suite à Nevermind. Les enjeux commerciaux sont importants puisque Nevermind a connu un énorme succès international et a propulsé le trio sur le devant de la scène. Le groupe est alors devenu une figure phare de la scène grunge et rock alternatif. Sur le plan sonore, Nirvana cherche à retrouver sur In Utero une esthétique un peu plus chaotique, moins produite, moins lisse pour citer les mots de Kurt Cobain, avec une énergie qui se rapprocherait davantage de leur premier album Bleach. Et alors que les discussions sont déjà engagées mais qu'il n'y a pas encore d'accord formel sur papier, Steve Albini prend sur lui d'envoyer un courrier de 4 pages au groupe. Je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien où vous pourrez retrouver le courrier intégral. Et j'ai choisi ce document en support parce que je trouve qu'il illustre assez bien la démarche générale et la philosophie de travail de Steve Albini. L'une des premières choses qui ressortait de ma première lecture de cette lettre, c'est une éthique particulière vis-à-vis des royalties et donc des redevances en français. En effet, Steve Albini refuse catégoriquement de prendre des points de redevance sur les albums sur lesquels il travaille. Si vous n'êtes pas au clair, royalties égale redevance. Pour simplifier, c'est un pourcentage calculé sur les bénéfices réalisés par le streaming, les ventes physiques, la synchronisation, etc. Et selon le type de contrat et les différentes fonctions qu'il endosse, le réalisateur artistique, producer en anglais, va généralement demander sa part de ses redevances. Dans le contexte du travail sur In Utero, on a eu Nevermind juste avant qui a connu un énorme succès commercial, et donc Albini, s'il avait pris un point et demi des royalties comme le suggérait le label de Nirvana à l'époque, aurait été payé bien plus que les 100 000 $ qu'il a demandé au groupe. Mais Albini étend cette réflexion plus loin que les questions de royalties, pour lui les investissements importants réalisés par un label sont plus ou moins qu'un outil de contrôle et d'asservissement, et il va d'ailleurs convaincre Nirvana de payer de leur poche la production de In Utero. Effectivement, quand un label investit de l'argent dans la production d'un disque pour l'un des artistes de son roster, il s'attend naturellement à recouper cet investissement. Et donc vous pouvez imaginer que cette position du groupe par rapport au label entraîne un rapport de force et une dynamique assez particulière, puisque le label est investisseur et veut garantir son retour sur investissement, et on arrive malheureusement assez souvent, en tout cas de mon expérience, à des situations où le label devient de plus en plus regardant et vient s'insérer dans le processus artistique, pour le meilleur ou pour le pire. Et si on est dans le cas de figure d'artiste émergent face à une grosse structure, le processus peut vite devenir assez démoralisant pour l'artiste. Il y a un autre point un petit peu plus technique peut-être qui a retenu mon attention et qui a été une grande source d'inspiration quand j'ai découvert Steve Albini vers le début de ma carrière d'ingénieur du son. C'est sa démarche un petit peu particulière qui consiste à refuser tout ce qui est artifice du studio et à chercher plutôt à capturer le son authentique du groupe live quasiment. Et cette esthétique assez naturelle, brute, implique plein de choix de production. Par exemple un temps d'enregistrement assez court avec des sessions qui s'enchaînent très rapidement, des méthodes d'enregistrement assez spécifiques. Je pense notamment à la batterie qui a toujours une signature sonore assez particulière et très reconnaissable dans les productions d'Albini, mais également le refus d'appliquer des templates, des recettes déjà toutes faites à tous les projets. Pour Albini, la clé c'est d'essayer de faire ressortir l'identité de l'artiste. Et cet ensemble de concepts m'ont quand même pas mal marqué, surtout dans mes premières années en tant qu'ingénieur du son. Et je me souviens très clairement de mes premières sessions studio où je mettais autant de micros que possible, dans tous les sens, en suivant des formules un peu préétablies, pour essayer de me rassurer et de garantir un résultat un peu standard. Et je suis très content d'être passé par là parce que j'ai beaucoup appris, ça m'a permis de consolider les bases, d'apprendre le son des différents micros préamplis et tout ça. Mais c'est seulement au fil des années et avec pas mal de recul et d'expérience que j'ai commencé à comprendre un petit peu la démarche plus organique d'Albini. Pour lui, peu importe où se fait l'enregistrement, c'est plutôt le comment qui va compter. Pour les sessions d'In Utero, on se retrouve avec des installations assez énormes pour la batterie, parce qu'Albini aime bien travailler avec les ambiances naturelles des pièces dans lesquelles il enregistre. La basse est généralement très en avant dans le mix, les guitares sont très présentes, parfois presque abrasives, et la voix est un peu plus en arrière. Tous ces choix contribuent à donner une signature sonore directement reconnaissable aux enregistrements d'Albini. J'ai deux exemples assez marqués qui me viennent en tête. Broken Face des Pixies.
et Radio Friendly Unit Shifter de Nirvana. Ce que je trouve magnifique dans ces deux enregistrements, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être face au groupe dans une salle de concert, et le fait que les pistes soient si brutes et quasiment pas recalées donne une énergie assez chaotique, très grunge et rock finalement. À l'ère du numérique et des instruments virtuels, c'est tellement facile de retoucher chaque petit élément, de tout recaler sur la grille dans l'ordinateur, mais j'ai l'impression qu'on perd autant de choses qu'on en gagne en faisant ça. Et depuis quelques années, je suis en train de faire le travail en sens inverse. Je suis repassé aux pédales et à l'ampli à lampe dans un baffle pour la guitare. Pour les parties de piano et synthétiseur, je préfère maintenant les jouer à la main, même si c'est pas aussi bien calé. Pour les percussions, je pose en vrac un micro et je les enregistre parfois en plusieurs fois en me déplaçant dans la pièce pour avoir un petit peu l'acoustique naturelle. En bref, c'est devenu un processus beaucoup plus organique, amusant, vivant. Et tout ça, je le dois à des gens comme Steve Albini qui ont continué à être défenseurs et à prôner une musique plus humaine, avec les imperfections qui font la personnalité. Donc pour tous ces enseignements, le savoir que vous avez partagé au fil des années et les bonnes doses d'inspiration que vous m'avez données, merci monsieur Albini. Avant de vous laisser, je vous invite à continuer à faire vivre le travail de ce grand monsieur en écoutant sa musique et les milliers d'albums auxquels il a contribué. On se retrouve très bientôt, d'ici là, passez une superbe semaine. À la prochaine.